Mon frère, Étienne, a mis l'adresse de mon chalet sur ses invitations de mariage après que je lui ai dit qu'il ne pouvait pas s'y marier. Puis il a dit à toute notre famille que j'avais annulé sa salle exprès parce que j'étais jalouse de sa fiancée, Claire. J'ai découvert les invitations quand ma cousine Manon m'a envoyé un texto pour me demander si elle devait apporter un matelas pneumatique ou un lit de camp. Au début, j'ai cru qu'elle avait envoyé le message à la mauvaise personne. Puis elle m'a envoyé une photo de l'invitation. Sous les noms d'Étienne et Claire, en écriture vert foncé, il y avait les mots « Le refuge des pins noirs » suivi de mon adresse. Un programme de 4 jours était imprimé au dos. Boisson de bienvenue le jeudi, dîner de répétition le vendredi, cérémonie et réception le samedi. Brunch d'adieu le dimanche. Je n'avais rien accepté de tout cela. J'ai 29 ans et mon frère Étienne en a 32. J'ai acheté le chalet il y a 3 ans après avoir économisé pendant la majeure partie de mes 20 ans. L'appeler un chalet le fait paraître charmant. C'était une boîte de 85 mètres carrés avec un toit qui fuyait, des planchers gondolés, des nids de souris dans les armoires de cuisine et une salle de bain qui sentait la terre humide, quelle que soit la quantité d'eau de javel que j'utilisais. L'agent immobilier ne cessait de le qualifier de rustique. L'inspecteur l'appelait un projet. Étienne l'appelait un gouffre financier et me disait que j'abandonnerais dans les 6 mois. Je n'ai pas abandonné. J'ai passé 3 ans à le réparer pièce par pièce. J'ai payé des professionnels pour le toit et l'électricité. J'ai fait le reste moi-même. J'ai décapé cette couche de peinture des armoires de cuisine. J'ai remplacé les planches de porche cassées. J'ai appris à caroler avec des vidéos et j'ai refait la douche 2 fois parce que la première tentative était affreuse. J'ai poncé les planchers de pin d'origine jusqu'à ce que mes bras s'engourdissent, puis je les ai scellés à la main. La plupart des week-ends, je parcourais 45 minutes depuis mon appartement avec des outils à l'arrière de ma voiture et rentrais le dimanche soir couverte de poussière. Ma famille n'a visité que 2 fois pendant ce processus. Ma mère est venue une fois, a regardé autour d'elle pendant 10 minutes et a dit qu'elle espérait que je savais ce que je faisais. Étienne est venu l'été suivant parce qu'il voulait pêcher dans le ruisseau. Il est parti tôt quand il a réalisé qu'il n'y avait pas encore de climatisation. Une fois les travaux terminés, cependant, ils ont soudainement adoré l'endroit. Étienne a posté des photos avant et après sur Instagram avec la légende, impatient de passer des week-ends en famille dans notre petite retraite à la campagne. Je me souviens avoir regardé le mot « notre » pendant longtemps, mais je n'ai rien dit parce que c'est ce que je faisais habituellement avec Étienne. Je remarquais les choses, m'agaçais en privé, puis décidais que parler créerait plus de problèmes que ça n'en valait la peine. Le chalet a 2 chambres, une salle de bain et un ancien système septique qui convient pour 1 ou 2 personnes, mais absolument pas pour une foule. Il y a 3 places de stationnement en gravier. La route qui y mène est assez étroite pour que 2 voitures ne puissent pas se croiser sans que l'une d'elles ne se range sur l'herbe. Le champ ouvert que les gens voient sur les photos ne m'appartient pas. Il appartient à mon voisin, Rémi Lambert, qui le garde dégagé pour le foin et est très particulier quant au fait que les véhicules ne doivent pas s'y garer. Ma propriété se termine à une ligne de vieux poteaux en bois à environ 9 mètres du porche. Rien de tout cela n'a importé à Étienne quand lui et Claire ont annoncé leur projet lors du dîner du dimanche chez ma mère. Maman a dit qu'elle voulait que nous soyons tous ensemble pour discuter des détails du mariage. Je pensais qu'ils allaient nous annoncer la date ou nous montrer une salle. Claire est arrivée portant un classeur blanc à ses épées pour contenir un budget fédéral. Elle l'a posé à côté de son assiette et a continué à sourire à Étienne comme s'il partageait un secret. À mi-chemin du dîner, maman a tapoté son verre avec une cuillère. Étienne s'est levé et a dit qu'ils avaient enfin trouvé l'endroit parfait pour leur mariage. Claire a ouvert le classeur et a sorti une page couverte de photos d'arbres, de guirlandes lumineuses et de longues tables en bois. J'ai reconnu mon Porsche au centre. Nous faisons un week-end de mariage au chalet, a annoncé Étienne, quelque chose de petit et intime, juste la famille proche et le cortège nuptial. J'ai honnêtement cru qu'il montrait mon chalet comme inspiration. Puis Claire a commencé à expliquer où les gens dormiraient. Les demoiselles d'honneur prendraient la 2e chambre. Elle et Étienne utiliseraient ma chambre. Tout le monde pourrait monter des tentes près de la lisière des arbres. Ils voulaient une cérémonie derrière le chalet, un dîner dans le champ et un brunch d'adieu sur le porche. Le lendemain matin, j'ai regardé Étienne. « De quelle maison parles-tu » Il a ri comme si j'avais fait une blague. « Évidemment, de quoi d'autre parlerions-nous » J'ai dit « Non, tout de suite, pas peut-être. Pas laissez-moi y réfléchir. » J'ai dit « Non,
vous ne pouvez pas organiser un mariage dans mon chalet. La table entière s'est tue. Le sourire de Claire a disparu. Maman a posé sa fourchette et a dit que je n'avais pas à répondre si vite. Étienne s'est penché en arrière sur sa chaise et a demandé quel était le problème car j'avais beaucoup d'espace. J'ai commencé à énumérer les raisons pratiques, le système septique, le parking, la seule salle de bain, le manque d'assurance événementielle, le fait que le champ ne m'appartenait pas. J'ai expliqué que les planchers étaient en pin tendre et que je n'allais pas laisser 20 personnes traîner des glacières, des chaises et des chaussures boueuses dans la maison pendant 4 jours. 20 personnes, a dit Étienne, pas 200. Tu agis comme si nous organisions un festival de musique. 20 personnes utilisant une seule vieille salle de bain pendant 4 jours, ça pourrait aussi bien être un festival de musique, ai-je dit. Maman a soupiré et m'a dit qu'il y avait des solutions pour tout cela. Nous pourrions louer des toilettes portables. Les gens pourraient se garer le long de la route. Quelqu'un pourrait mettre des tapis de protection sur les planchers. Chaque fois que je donnais une raison, elle l'a traité comme un article sur une liste de courses au lieu d'une réponse. Claire avait l'air sur le point de pleurer. Elle a dit qu'ils avaient passé des mois à chercher un endroit qui leur semblait personnel, et que chaque salle appropriée était soit déjà réservée, soit trop chère. Elle a dit, mon chalet était significatif parce qu'il appartenait à la famille. Il n'appartient pas à la famille, ai-je dit. Il m'appartient. Cela a fait tressaillir maman comme si j'avais dit quelque chose de grossier. Étienne a demandé pourquoi j'étais si territorial. Il a dit qu'il n'aurait jamais imaginé que sa propre sœur le ferait se sentir comme un étranger dans sa maison. J'aurais dû arrêter la conversation là. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai essayé d'offrir quelque chose de plus petit pour que personne ne puisse dire que je n'avais rien offert. J'ai dit que j'organiserais un dîner tranquille pour 6 personnes après qu'ils aient trouvé une vraie salle. Étienne, Claire, maman, moi et les parents de Claire. Pas de cortège nuptial, pas d'invités pour la nuit, pas de tente, juste un dîner. Étienne m'a regardé. Si 6 personnes, ça va, quelle est la vraie différence entre 6 et 20 ? 14 personnes, ai-je dit. 14 personnes, c'est la différence. Il a levé les yeux au ciel. Claire a fermé son classeur. Maman a dit que je mettais tout le monde dans l'embarras en me disputant sur des chiffres. Finalement, Étienne a repoussé sa chaise et a dit, bien, nous trouverons autre chose. Il a serré maman dans ses bras pour lui dire au revoir, mais est passé devant moi sans parler. Je suis rentré chez moi en me sentant coupable, même si je savais que j'avais pris la bonne décision. C'est ce que je détestais le plus. Étienne pouvait annoncer un événement de 4 jours chez moi sans demander, et d'une manière ou d'une autre, j'étais celle qui rejouait la conversation, me demandant si mon ton avait été trop dur. Le lundi matin, je m'étais presque convaincu d'appeler Claire et de proposer de l'aider à trouver une autre salle. Avant que je ne puisse le faire, Manon m'a envoyé un texto à propos du lit de camp. Quand elle m'a envoyé la photo de l'invitation, j'ai zoomé parce que je pensais qu'il devait y avoir une erreur. Mon adresse était correcte, jusqu'au code postal. Les mots « organisés par la famille Dubois » étaient imprimés en dessous. L'invitation avait été postée 5 jours avant le dîner du dimanche. J'ai appelé Étienne. Il a décroché à la 4e sonnerie et a semblé agacé avant même que je ne parle. Pourquoi mon adresse est-elle sur ton invitation de mariage ? Il y a eu une pause. Puis il a dit, c'est juste l'invitation préliminaire. Elle est imprimée sur papier et se trouve chez Manon. Ça n'est pas préliminaire. Nous avons dû donner une adresse aux gens pour qu'ils puissent faire leur projet de voyage. Tu leur as donné une adresse que tu n'as pas l'autorisation d'utiliser. Il m'a dit de me calmer. Il a dit que tout le monde comprenait déjà que les détails pouvaient changer. J'ai demandé pourquoi les invitations avaient été envoyées avant qu'il ne me demande supposément. Il a dit que lui et Claire étaient confiants que je dirais oui parce que n'importe quelle sœur normale serait heureuse d'aider au mariage de son frère. Donc le dîner chez maman n'était pas toi qui me demandais, ai-je dit, vous aviez déjà décidé. Nous pensions que tu aurais besoin d'un peu de temps pour t'y habituer. Cette phrase m'a tout dit. Ils n'avaient pas oublié de demander. Ils avaient choisi de ne pas demander tant qu'ils n'auraient pas cru qu'il serait trop tard pour que je refuse. Je lui ai dit de contacter immédiatement chaque invité et de corriger l'invitation. Il a dit que c'était impossible parce que les gens avaient déjà demandé des congés et réservé des vols. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé les mains.
Tu veux vraiment ruiner les projets de 20 personnes parce que tu t'inquiètes d'une toilette? J'ai dit, tu as fait des projets avec ma propriété. Je ne les ai pas ruinés. Il m'a raccroché au nez. Claire a appelé moins de 10 minutes plus tard. Elle semblait confuse et contrariée, mais pas encore en colère. Elle a demandé pourquoi je me rétractais soudainement après avoir dit à Étienne qu'il pouvait utiliser le chalet. Je lui ai dit que je n'avais jamais dit ça. Je lui ai rappelé qu'elle était assise en face de moi quand j'ai dit non au dîner. Étienne m'a dit que tu étais d'accord avant ça, a-t-elle dit. Elle a dit qu'il avait dit que le dimanche n'était qu'une question de réglage des détails. Je lui ai demandé quand il avait supposément obtenu mon accord. Elle n'a pas pu me donner de date. Elle a dit qu'il parlait du chalet depuis des mois et qu'il parlait toujours comme si c'était réglé. Je lui ai envoyé une capture d'écran d'un texto datant de 3 semaines plus tôt où Étienne avait écrit « Nous cherchons toujours des salles ». Et j'avais répondu « Bonne chance. Fais-moi savoir si tu veux des recommandations ». Il n'y avait rien dans nos messages concernant l'utilisation de ma maison. Claire est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a dit « D'accord, peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais nous ne pouvons pas tout annuler. » Or, ce fut le moment où j'ai cessé de la plaindre. Peut-être qu'Étienne lui avait menti au début, mais une fois qu'elle a vu la preuve, elle n'a pas dit qu'ils allaient arranger les choses. Elle a dit qu'il était trop tard, ce qui était juste une manière plus douce de me dire que leur inconvénient comptait plus que ma réponse. Je lui ai dit que l'invitation n'était pas une permission et j'ai mis fin à l'appel. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Manon et lui ai demandé combien de personnes l'avaient réellement reçu. Elle a dit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle pouvait m'ajouter au groupe d'information sur le mariage si je voulais. J'ai dit oui. Le groupe comptait 38 membres. Certains étaient des couples partageant un compte, donc je ne pouvais pas dire le nombre exact d'invités. J'ai fait défiler les messages et je me suis senti de plus en plus mal à chaque fois. Les gens discutaient de tentes, de glacières, de tables pliantes, de haut-parleurs et de jeux de pelouse. Un ami d'université d'Étienne a demandé s'il pouvait amener ses 2 enfants parce qu'ils adoreraient dormir dans les bois. La demoiselle d'honneur de Claire a dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter pour les hôtels car il y avait beaucoup de place sur la propriété. Quelqu'un d'autre a demandé si les véhicules récréatifs pouvaient se garer près du champ. Étienne a répondu que les plus petits devraient convenir. Je possède moins d'1 hectare. Il n'y a pas d'endroit pour garer un camping-car à moins qu'il ne bloque l'allée ou ne se trouve sur le terrain de Rémi. Puis j'ai trouvé le message concernant mon dîner. Claire avait écrit « Anne organise un dîner de bienvenue pour tout le monde vendredi soir. Très décontracté, mais veuillez vous habiller pour les photos. » Mon offre de nourrir 6 personnes était devenue un événement de bienvenue traiteur pour plus de 30 personnes. J'ai pris des captures d'écran de tout. Pendant que je faisais cela, Manon m'a appelé. Elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle pensait sincèrement que j'avais accepté parce qu'Étienne n'arrêtait pas de dire à tout le monde à quel point j'étais excité d'accueillir. Elle a également dit qu'il y avait un 2e chat pour le cortège nuptial que je devais voir. Elle ne pouvait pas m'ajouter car elle n'y était que par l'intermédiaire de son petit ami qui était un témoin, mais elle a transféré des captures d'écran. Le nombre d'invités dans ce chat était de 32 adultes et 5 enfants. Il y avait des discussions sur l'apport de 2 chiens. Une entreprise de location avait été contactée pour 80 chaises, 10 tables de banquet, une piste de danse et des toilettes portables. Quelqu'un avait posté un calendrier montrant les fournisseurs arrivant le jeudi après-midi. Au bas d'une capture d'écran, un témoin a demandé s'il devait me consulter avant de venir mesurer la cour. Étienne a répondu « Ne dérangez pas Anne avec la logistique. Elle devient anxieuse et complique les choses plus que nécessaire. Maman et moi nous en occuperons. » J'ai lu cette ligne au moins 5 fois. Manon a demandé si j'allais bien. J'ai dit, je ne savais pas. Elle a hésité puis a envoyé une autre capture d'écran. C'était du début du chat de planification avant l'envoi des invitations. Claire avait demandé à Étienne s'il était sûr que j'accepterais. Étienne a répondu, une fois les invitations postées, elle ne dira pas non. Elle déteste passer pour la méchante, et maman sait comment lui parler. Ce n'était pas un malentendu. C'était une stratégie. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais 37 personnes arrivant avec des tentes pendant qu'Étienne se tenait sur mon porche en me disant de ne pas faire de scène. Vers 2 heures du matin, je suis descendu et j'ai vérifié les serrures, même si personne ne venait. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout mis dans un dossier. L'invitation, mon texto avec Étienne,
les captures d'écran du groupe, le message où il disait que maman me gérerait. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'une organisatrice de mariage nommée Mélanie. Elle m'a remercié d'avoir généreusement offert la propriété et a joint un plan de site pour approbation. Je ne lui avais jamais parlé auparavant. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai ri, car l'alternative était de crier. Le plan était intitulé « Plan de mariage le refuge des pins noirs ». Étienne avait apparemment inventé un nom commercial pour ma maison. La cérémonie était derrière le chalet. Les tables du dîner étaient disposées dans le champ ouvert. Une tente marquée « Bar et danse » couvrait la zone près de la remise à foin de Rémi. Mes 3 places de parking étaient étiquetées « Chargement des fournisseurs ». Un grand rectangle du côté de la propriété de Rémi était étiqueté « Parking invité, 30 véhicules ». À l'intérieur du chalet, ma chambre était marquée « Suite nuptiale ». L'autre chambre était marquée « Demoiselle d'honneur ». Le salon était étiqueté « Préparation du marié et photographie ». Il n'y avait pas de place assignée pour moi. J'ai répondu à Mélanie par email et lui ai dit qu'il n'y aurait pas de mariage à cette adresse. Je n'avais jamais approuvé l'utilisation de ma propriété et la majeure partie de l'espace de stationnement et de réception proposé appartenait à mon voisin. Elle m'a appelé dans les 5 minutes. Elle a semblé horrifiée. Étienne lui avait dit que le chalet était une propriété familiale partagée et que je le gérais pour tout le monde. Il lui a également dit que je séjournerais dans un hôtel voisin pendant le week-end du mariage parce que je voulais que le couple ait de l'intimité. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je dois demander clairement, a-t-il un quelconque intérêt de propriété dans la propriété? Aucun. Votre mère? Non. L'un d'eux a-t-il l'autorité de signer un accord d'événement pour vous? Absolument pas. Mélanie s'est à nouveau excusée et a dit qu'elle suspendrait toute planification jusqu'à ce qu'elle reçoive une autorisation écrite du propriétaire légal, qu'elle documentait maintenant comme étant moi. Je lui ai dit qu'elle ne la recevrait pas. Elle a dit qu'elle comprenait. 10 minutes plus tard, Étienne a commencé à appeler. J'ai laissé les 3 premiers appels aller à la messagerie vocale. Au 4e, j'ai répondu. Pourquoi as-tu dit à Mélanie que le mariage était annulé, a-t-il exigé. Parce que le mariage est annulé chez moi. Tu n'avais aucun droit de contacter notre organisatrice. Elle m'a contacté. Elle m'a envoyé une carte où tu as cédé ma chambre et la moitié du champ de Rémi Lambert. Mais c'est un week-end, Anne. Tu n'as pas besoin de dormir là pendant que nous nous marions. Maman allait payer ton hôtel. Je lui ai demandé pourquoi je devrais être retiré de ma propre maison pour qu'il puisse faire comme si c'était la sienne. Il a dit que je tordais tout. Selon lui, donner ma chambre à Claire était une courtoisie élémentaire parce qu'elle avait besoin d'espace pour sa robe et ses photographies. Il a dit que rester à l'hôtel serait plus confortable pour moi de toute façon parce que j'étais sensible au bruit. Puis il m'a dit que le problème du champ était facile. J'avais juste besoin de demander à Rémi. Tu as prévu le parking sur un terrain qui ne t'appartient pas, ai-je dit, si tu veux l'utiliser, tu lui demandes. Rémi t'aime bien, a répondu Étienne. Il te dira oui. C'était tout le plan. Il avait promis quelque chose qui appartenait à une autre personne et j'étais censé concrétiser la promesse pour lui. Avant que je ne puisse répondre, un autre appel est arrivé. C'était Rémi. J'ai mis fin à l'appel avec Étienne et j'ai répondu. Rémi a sauté le bonjour et m'a demandé pourquoi 2 hommes s'étaient promenés dans son champ avec un mètre ruban. Apparemment, Mélanie avait envoyé une entreprise de location pour inspecter le site avant de savoir que je n'avais rien approuvé. Rémi les avait interpellés et il lui avait montré le plan du mariage. Je me suis excusé et j'ai tout expliqué. Il est resté silencieux un instant, puis a demandé si mon frère comprenait que le champ était une propriété privée et non une prairie publique. J'ai dit qu'Étienne le comprenait maintenant. Rémi a dit, bien, parce que tout véhicule garé là serait remorqué et qu'il n'autoriserait pas les tentes, les tables, les feux ou les invités à traverser son terrain. Je lui ai dit que j'étais entièrement d'accord. Il a dit qu'il m'enverrait une déclaration écrite au cas où j'en aurais besoin. Avant de raccrocher, il a ajouté, tu sais, tu n'as pas besoin de 30 raisons pour dire à quelqu'un qu'il ne peut pas utiliser ta maison, n'est-ce pas? Je le savais logiquement, émotionnellement, j'étais encore en train de l'apprendre. Cet après-midi-là, une entreprise de toilettes portables m'a envoyé une facture pour un acompte. Le nom du client était Anne Dubois. Le numéro de contact de l'événement appartenait à Étienne.
C'est à ce moment-là que la patience a cessé de paraître gentille et a commencé à paraître dangereuse. J'ai annulé la facture et j'ai dit à l'entreprise par écrit qu'Étienne n'était pas autorisé à utiliser mon nom. Puis, j'ai appelé maman. Je m'attendais à ce qu'elle soit embarrassée quand j'expliquerais qu'il m'avait inscrite comme cliente sans demander. Au lieu de cela, elle a dit que les toilettes portables étaient exactement la solution qu'elle avait suggérée et a demandé pourquoi je faisais annuler l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas d'événement, ai-je dit. Il pourrait y en avoir si tu arrêtais de te battre contre chaque solution que nous trouvons. Elle a passé en revue les problèmes un par un comme si elle négociait avec un entrepreneur difficile. Si la salle de bain ne pouvait pas accueillir tout le monde, louer des toilettes portables. Si le champ appartenait à Rémi, je devrais lui demander comme un service de voisinage. Si je ne voulais pas que les gens sur les planchers, les couvrir. Si je ne voulais pas dormir là, elle utiliserait ses points d'hôtel. Elle semblait honnêtement confuse que la résolution des problèmes physiques ne changeait pas le fait que j'avais dit non. Finalement, je lui ai demandé ce qu'elle pensait que le mot « non » signifiait. Elle s'est tue. Puis elle a dit « Je pense que parfois les gens disent non parce qu'ils sont dépassés et ont besoin que leur famille les aide à voir que tout ira bien. » J'ai presque admiré avec quelle élégance elle avait retiré ma réponse de la conversation. Selon elle, oui signifiait oui et non signifiait continuer à demander jusqu'à ce qu'Anne se calme. Elle m'a dit qu'Étienne était soumis à une énorme pression. Les parents de Claire ne pouvaient pas beaucoup contribuer. Les salles étaient chères. La famille était censée intervenir quand quelqu'un avait besoin d'aide. Puis elle a utilisé la phrase qu'elle avait utilisée toute ma vie, « Tu as toujours été la plus raisonnable ». J'avais 17 ans la première fois que je me souviens avoir compris ce que cela signifiait. J'avais travaillé tout l'été dans une épicerie et acheté une Honda d'occasion à un voisin. Étienne l'a emprunté sans demander parce que son camion était bloqué. Il a reculé dans un poteau en béton et a écrasé le pare-chocs arrière. Maman m'a dit qu'il paierait éventuellement, mais qu'il avait un important tournoi de baseball cette semaine-là et n'avait pas besoin de stress supplémentaire. Elle m'a demandé de ne pas rendre la maison misérable à cause d'une voiture parce que j'étais plus mature que lui. Étienne n'a jamais payé. Maman a couvert la moitié de la réparation 6 mois plus tard et a agi comme si elle m'avait rendu service. J'ai arrêté d'en parler parce que tout le monde s'énervait chaque fois que je le faisais. Debout dans ma cuisine avec la facture des toilettes portables ouverte sur mon ordinateur portable, j'ai réalisé que le schéma n'avait pas changé du tout. Étienne créait toujours le problème. Maman expliquait toujours pourquoi il serait cruel de lui faire face aux conséquences. J'étais toujours félicité pour ma maturité chaque fois qu'il voulait que j'absorbe les dégâts en silence. Je lui ai dit que la conversation était terminée. Elle a dit, « Si tu fais ça, ne sois pas surprise quand les gens s'en souviendront. » J'ai répondu, « J'espère qu'ils se souviendront exactement de ce qui s'est passé. » Après avoir raccroché, j'ai appelé une avocate immobilière nommée Laura Dubois, dont le bureau avait géré ma clôture. Je me sentais dramatique en le faisant. Mais Étienne avait déjà utilisé mon nom avec une entreprise de location et dit à une organisatrice professionnelle qu'il avait autorité sur ma maison. Laura a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais. Puis elle m'a demandé d'envoyer par email chaque capture d'écran et document. Elle a rappelé 1 heure plus tard et a dit que je n'étais pas dramatique. Elle a dit que le plus grand risque n'était pas qu'Étienne obtienne d'une manière ou d'une autre un droit d'utiliser le chalet. Il n'en aurait pas. Le risque était que les fournisseurs et les invités aient reçu de fausses informations et puissent arriver en croyant qu'ils avaient la permission. Si quelqu'un se blessait, endommageait la propriété de Rémi, conduisait en état d'ébriété ou provoquait un incendie, je pourrais passer des mois à prouver qui avait fait quoi. Ma police d'assurance habitation habituelle excluait spécifiquement les événements organisés au-delà d'une certaine taille. Elle a recommandé un avis écrit clair envoyé à Étienne, Claire, maman, l'organisatrice, et tous les fournisseurs dont j'avais connaissance. Pas de débat émotionnel, pas de longue explication, juste la propriété, l'absence de permission et l'avis que toute personne entrant pour l'événement serait en infraction. Laura l'a rédigé. Je l'ai lu 3 fois avant de l'envoyer car cela semblait sévère. Puis je me suis souvenu de la facture à mon nom et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Le message indiquait que j'étais la seule propriétaire légale de la propriété. Aucune réception de mariage, répétition, dîner, nuitée, arrangement de parking ou accès de fournisseurs n'avait été autorisé. Étienne, Claire et maman n'avaient aucune autorité pour conclure des accords en mon nom. Toute invitation ou déclaration contraire était fausse.
Le dîner pour 6 personnes que j'avais offert était retiré car il avait été présenté aux invités comme un événement plus important. Tous les destinataires étaient tenus de cesser immédiatement d'utiliser mon nom et mon adresse. Mon téléphone a commencé à sonner avant que je n'ai fini de sauvegarder l'email. Claire a appelé la première. Elle pleurait. Elle a dit que le mot « infraction » les faisait passer pour des criminels et a demandé si je pensais vraiment que mon propre frère s'introduirait chez moi. J'ai dit que je ne savais pas ce qu'Étienne ferait parce que 2 jours plus tôt, je n'aurais pas non plus cru qu'il signerait mon nom sur une facture de location. Elle a dit qu'elle avait déjà acheté des décorations conçues pour le chalet. Sa robe avait été choisie pour une cérémonie en plein air. Ses parents avaient réservé des vols. Elle n'arrêtait pas d'énumérer l'argent qu'ils avaient dépensé comme si chaque achat créait un peu plus de propriété sur ma propriété. Je lui ai dit de demander à Étienne pourquoi il l'avait laissé dépenser avant de recevoir la permission. Elle a dit que je la punissais pour son erreur. Non, ai-je dit, la punition serait de t'enlever quelque chose. Le chalet n'a jamais été à toi. Elle a raccroché. Étienne a laissé 3 messages vocaux. Dans le premier, il a qualifié la vie légale de fou. Dans le second, il a dit que je l'avais humilié devant l'organisatrice. Dans le troisième, il a semblé plus calme et a dit que nous devions arrêter de nous attaquer et travailler en famille. Il ne s'est jamais excusé de mentir. Il n'a jamais dit qu'il corrigerait les invitations. Il n'a changé de ton que lorsque crier n'a pas fonctionné. Maman a envoyé un message, « Je ne peux pas croire que tu aies impliqué un avocat contre ton propre frère. » J'ai répondu, « Je ne peux pas croire que mon propre frère ait rendu cela nécessaire. » Le lendemain matin, j'ai engagé un serrurier. Maman avait une vieille clé de rechange de l'époque où elle arrosait mes plantes pendant la rénovation. Étienne aurait pu savoir où elle la gardait. J'ai changé les 2 serrures extérieures et ajouté une caméra au-dessus du porche. J'ai également mis une simple chaîne à travers l'allée inférieure avec un panneau « Propriété privée ». Rien de tout cela n'était dramatique, mais cela me calmait plus que toute conversation avec ma famille. Rémi est venu pendant que le serrurier travaillait. Il m'a tendu une lettre imprimée confirmant qu'il n'avait pas autorisé le stationnement ni aucune autre utilisation de son terrain pour le mariage. Il a également proposé de garer son tracteur près de l'ouverture entre nos propriétés pendant le week-end du mariage si j'étais inquiète. Je l'ai remercié mais j'ai dit que j'espérais que cela n'irait pas jusque-là. Il a regardé la nouvelle caméra et a dit « L'espoir, c'est bien. Une serrure, c'est mieux. » Pendant 2 jours, personne ne m'a contacté. J'ai commencé à croire que la vie légale avait enfin mis fin à tout cela. Puis Delphine Boucher a appelé. Delphine possède la grange du Ruisseau au Saule, une vraie salle de mariage à environ 20 minutes du chalet. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un groupe de restauration locale. Après le dîner de famille, avant que je ne sache pour les invitations, je lui avais envoyé un email pour lui demander si elle avait des annulations. Je lui avais dit que mon frère cherchait une salle et lui avais demandé si elle voulait lui parler. Elle avait une ouverture parce qu'un autre couple avait reporté son mariage. Elle a envoyé un contrat à Étienne et a proposé de garder la date pendant 48 heures. Étienne a demandé plus de temps. Puis il a demandé si elle pouvait renoncer à une partie de la compte parce qu'il était mon frère. Delphine lui a donné une semaine entière. Au moment où elle m'a appelé, 11 jours s'étaient écoulés. Il n'avait pas signé le contrat ni payé quoi que ce soit. Il n'arrête pas de me dire que tu as garanti le paiement, a dit Delphine. J'ai supposé que ce n'était pas vrai, mais je voulais l'entendre de ta part. Je lui ai dit que je n'avais rien garanti. J'avais seulement fait l'introduction. Je lui ai également parlé des invitations et de la facture de location. Elle est devenue très silencieuse. Je libère la date, a-t-elle dit. J'ai un autre couple prêt à verser un acompte aujourd'hui. C'est tout à fait juste. Êtes-vous sûr? Parce qu'Étienne a dit que tout son mariage en dépend. Alors il aurait dû signer le contrat. Delphine lui a envoyé un email formel 10 minutes plus tard. Je le sais parce qu'il me l'a transmis avec une phrase au-dessus, « Tu viens de nous coûter notre 2e salle. » J'ai regardé le message, puis j'ai rappelé Delphine et lui ai demandé si je lui avais dit de l'annuler. Elle a dit non. Elle avait libéré une réservation impayée après 11 jours, ce qu'elle aurait fait pour n'importe qui. Je lui ai demandé de le mettre par écrit. Elle m'a envoyé un court email indiquant la date limite de la compte et le fait qu'aucune réservation n'avait jamais existé. Je l'ai sauvegardé avec le reste des preuves. À ce moment-là, je pensais toujours que les preuves importeraient.
Le chat de groupe familial m'a prouvé le contraire. Maman l'avait créé il y a des années pour les plans de vacances, et il comptait 43 personnes, y compris des parents que je n'avais pas vus depuis mon adolescence. Ce soir-là, elle a posté un long message disant qu'il y avait une urgence familiale. Elle a écrit qu'Étienne et Claire avaient perdu leur salle parce que j'avais retiré de manière inattendue une offre d'hébergement, puis interféré avec leur solution de rechange. Elle a dit que le couple avait déjà dépensé des milliers de dollars et que tout le monde devait s'unir pour me convaincre d'arrêter d'agir par colère. En quelques minutes, des proches ont commencé à répondre. Mon oncle Paul a dit que la propriété familiale devrait être disponible pour les événements familiaux. Ma tante Thérèse a demandé s'il y avait eu une dispute entre Claire et moi. Une cousine éloignée que je connaissais à peine a écrit que les mariages révélaient qui vous soutenait vraiment. Quelqu'un d'autre a proposé de prier pour que le conflit quitte mon cœur. Puis Étienne a posté une capture d'écran recadrée de l'email de Delphine disant que la date avait été libérée. Il n'a pas inclus la partie montrant que la compte avait 11 jours de retard. Il a écrit « Anne a passé un coup de fil et a détruit notre dernière option. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages privés. Certains étaient doux, d'autres non. Une tante m'a dit que je regretterais d'avoir choisi un bâtiment plutôt que mon frère. Un cousin a demandé comment je pouvais dormir la nuit en sachant que la mère de Claire avait déjà payé un vol. Oncle Paul a dit que j'appréciais probablement le contrôle parce que j'étais célibataire et que je n'avais jamais organisé de mariage moi-même. J'ai commencé à taper des réponses, à les supprimer et à taper à nouveau. Je voulais répondre à chaque accusation. Je voulais expliquer le système sceptique, la limite de propriété, l'assurance, le contrat non signé, la facture et le fait que j'avais passé 3 ans à transformer une structure en ruine en une maison, mais je voyais déjà comment cela se passerait. Chaque raison deviendrait un autre problème qu'il pourrait me proposer de résoudre. Manon a appelé pendant que les messages continuaient d'arriver. Elle a dit, « Étienne raconte aux gens que tu avais promis le chalet il y a des mois et que tu as changé d'avis après que Claire a choisi sa robe. » J'ai demandé pourquoi il pensait que j'avais changé d'avis. Manon est devenue silencieuse, puis a admis qu'il suggérait que j'avais des sentiments pour l'un de ses témoins et que j'étais contrarié que l'homme ait amené une cavalière. J'avais rencontré ce témoin 2 fois. C'était tellement ridicule que j'ai presque ri, mais cela a fonctionné parce que la jalousie donnait à tout le monde une histoire plus simple que le droit. La vérité les obligeait à accepter qu'Étienne avait menti, que maman m'avait aidé à me faire pression, et que le couple avait dépensé de l'argent en se basant sur une propriété qu'il ne contrôlait pas. L'histoire de la jalousie leur permettait de garder le couple innocent et de faire de moi une sœur amère avec un motif secret. Manon a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'allais répondre une fois avec tout et ensuite arrêter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une chronologie. Je l'ai gardé simple. Premièrement, le texto où Étienne disait qu'il cherchait toujours des salles. Deuxièmement, la date d'envoi sur les invitations. Troisièmement, les messages du dîner du dimanche où j'ai répété que le mariage ne pouvait pas avoir lieu dans mon chalet. Quatrièmement, la publication de groupe de Claire transformant mon dîner pour 6 personnes en une fête de bienvenue pour tout le monde. Cinquièmement, le plan du site montrant ma chambre dans le champ de Rémi. Sixièmement, la facture de location créée à mon nom. Septièmement, l'email de Delphine montrant qu'il n'y avait pas de contrat signé et pas d'acompte. À la fin, j'ai joint le message d'Étienne du chat de planification, une fois les invitations postées, elle ne dira pas non. Elle déteste passer pour la méchante, et maman sait comment lui parler. J'ai posté la chronologie dans le groupe familial avec un paragraphe. Je n'ai jamais offert mon chalet comme lieu de mariage. Étienne a envoyé les invitations avant de demander parce qu'il croyait que la pression publique me forcerait à accepter. Quand j'ai quand même dit non, il a utilisé mon nom auprès des fournisseurs et a promis l'accès à une propriété qu'il ne possède pas. La grange du ruisseau au Saule n'a jamais été réservée. Étienne a manqué la date limite de la compte après que Delphine l'ait gardée plus longtemps en ma faveur. Je ne discuterai pas de cela en privé avec 40 personnes différentes. Les documents sont ici. Veuillez les lire avant de me contacter à nouveau. Le chat est resté silencieux pendant près de 10 minutes. Puis Manon a écrit, « Je peux confirmer que les captures d'écran de la planification sont réelles. » Ma tante Thérèse s'est excusée publiquement. Elle a dit qu'on lui avait donné une version complètement différente et qu'Étienne devait corriger les invitations immédiatement. Une cousine de Claire a quitté le groupe. Oncle Paul a dit que poster des messages privés était inutile et cruel. Maman a ignoré tous les documents et a écrit,
je ne peux pas croire que tu humilies ton frère comme ça devant toute la famille. J'ai répondu, c'est toi qui l'as amené devant toute la famille. Elle a dit que c'était différent parce qu'elle demandait de l'aide alors que j'essayais de détruire la réputation d'Étienne. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. La preuve n'avait rien changé pour elle parce qu'elle n'était pas confuse. Elle savait qu'il avait envoyé les invitations avant que je n'accepte. Elle savait que le champ n'était pas à moi. Elle savait que la grange du ruisseau n'avait jamais reçu d'acompte. Elle croyait simplement que j'avais une plus grande responsabilité de protéger Étienne des conséquences qu'il n'en avait de dire la vérité. Le chat s'est divisé presque immédiatement. Quelques proches se sont excusés. Quelques-uns ont dit qu'Étienne avait tort, mais que je devais quand même le laisser utiliser le chalet parce que la situation était allée trop loin. Plusieurs ont dit que les deux parties s'étaient mal comportées, ce qui signifiait apparemment que ces mois de mensonges et ma seule réponse publique étaient égaux. Les autres sont restés silencieux. Étienne m'a appelé cette nuit-là d'un numéro que je ne reconnaissais pas parce que je l'avais mis en sourdine. J'ai répondu avant de réaliser que c'était lui. « Tu aurais pu gérer ça en privé », a-t-il dit. J'ai essayé. « Tu as dit à tout le monde que je t'avais saboté. » Parce que tu l'as fait. Tu connaissais Delphine par l'intermédiaire de tes amis de la restauration. La seule raison pour laquelle elle nous a laissé tomber, c'est parce que tu l'as empoisonnée contre moi. Tu ne l'as pas payé. J'allais le faire. Après 11 jours, il a dit que ce n'était pas mes affaires. Puis il m'a accusé de garder des dossiers comme si j'avais prévu de l'attaquer. Je lui ai dit que j'avais commencé à garder des dossiers après qu'il ait mis mon adresse sur une invitation et mon nom sur une facture. Il a dit, tu sais quel est ton problème? Tu te soucies plus d'avoir techniquement raison que des gens. J'ai dit, et toi, tu te soucies plus d'obtenir ce que tu veux que de savoir si la personne qui te le donne a jamais accepté. Il m'a dit que je n'étais plus invité au mariage. J'ai dit que ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Il a attendu, s'attendant probablement à ce que j'argumente ou que je pleure. Quand je n'ai fait ni l'un ni l'autre, il a dit que je regretterais de manquer le jour le plus important de sa vie. J'ai répondu, tu as clairement fait savoir que je n'étais importante que quand tu avais besoin de ma maison. Puis j'ai mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, Claire a demandé à me rencontrer seule. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté un café en ville. Elle est arrivée portant le même classeur de mariage blanc, bien qu'il ait l'air moins parfait maintenant. Des papiers dépassaient à des angles étranges et plusieurs onglets étaient pliés. Elle a commencé par dire qu'elle n'était pas là pour se battre. Elle a admis qu'Étienne n'aurait pas dû envoyer les invitations sans un accord signé. L'expression « accord signé » m'a dérangé parce que cela donnait l'impression que le problème était l'absence de paperasse, et non l'absence de consentement. Mais je l'ai laissé continuer. Elle a proposé un compromis. Personne ne dormirait à l'intérieur sauf elle et Étienne. La réception pourrait être déplacée dans un restaurant. Il n'utiliserait le chalet que pour une cérémonie de 40 minutes et des photographies. Les invités se gareraient à une église en ville et arriveraient en navette. Elle a dit qu'il n'y aurait pas de tente et pas de dîner de bienvenue. Pendant un instant, j'ai compris pourquoi elle pensait que c'était raisonnable. Comparé au plan original, c'était beaucoup plus petit. Avant que tout le reste ne se produise, j'aurais pu y penser. Puis elle a glissé un plan révisé sur la table. Ma chambre était toujours marquée « suite nuptiale ». J'ai demandé pourquoi ils avaient besoin de l'intérieur du chalet pour une cérémonie en plein air de 40 minutes. Elle a dit qu'elle devait s'habiller quelque part. J'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas s'habiller à l'hôtel. Elle a dit que le photographe avait besoin de photos de préparation au chalet parce que c'était l'histoire visuelle qu'ils avaient planifiée. Donc, il s'agit toujours d'utiliser ma maison pour créer le mariage que vous avez déjà annoncé, ai-je dit. Elle est devenue défensive. Elle a dit que je refusais toutes les solutions parce que je voulais qu'Étienne souffre. Je lui ai rappelé que j'avais offert un dîner avant qu'il ne mente. Elle a dit que l'annuler prouvait que j'étais vindicative. Tu as dit à 37 personnes que je les nourrissais, ai-je dit, qu'attendais-tu de moi? Elle a dit que j'aurais pu corriger le nombre au lieu de retirer l'offre. Puis elle a commencé à pleurer et a dit que c'était elle qui perdait tout à cause d'un conflit entre frères et sœurs. Je me suis senti mal pour elle. Vraiment. Mais me sentir mal ne rendait pas sa demande raisonnable. Je lui ai dit que la réponse était toujours non. Elle a essuyé son visage, a fermé le classeur et a dit, alors ne prétends jamais que tu voulais faire partie de notre famille.
Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé qu'elle était venue à la réunion en croyant que l'appartenance à la famille était quelque chose qu'il pouvait retirer si je ne fournissais pas l'accès à ma maison. Le lendemain matin, maman a appelé et m'a demandé d'assister au mariage de toute façon. Cela m'a confuse parce qu'Étienne m'avait désinvité. Elle a dit qu'il regardait une salle de bal d'hôtel et qu'ils auraient probablement un nouveau plan dans la semaine. Elle voulait que j'y sois pour que les proches voient que la famille était unie. Tu as dit à ses proches que j'avais détruit son mariage, ai-je dit. J'étais émotive. Tu l'as corrigé? Elle a dit que tout le monde avait vu mes documents, donc il n'était pas nécessaire de continuer à discuter de la faute. Puis elle a dit que les gens allaient potiner si la seule sœur du marié était absente. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas m'accuser publiquement et m'utiliser en privé comme preuve que tout allait bien. Elle m'a traité d'égoïste et a raccroché. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne l'ai pas rappelé. Une semaine plus tard, Étienne et Claire ont réservé une salle de bal à l'hôtel Brookfield. C'était à 70 minutes de mon chalet et cela ressemblait exactement à toutes les salles de bal d'hôtel que j'avais jamais vues. Moquette beige, chaise dorée, pas d'arbre. Manon m'a envoyé le site web mis à jour du mariage parce qu'elle pensait que je devais savoir. L'adresse du chalet avait finalement été supprimée. La nouvelle page disait qu'un problème familial inattendu avait forcé un changement de lieu. Ils n'ont pas annulé le mariage. Les vols de personnes ne sont devenus inutiles. Personne n'a perdu la chance de les voir se marier. Ils ont juste dû payer pour une salle sous licence au lieu d'utiliser ma maison gratuitement. Cela aurait dû être la fin. Puis maman m'a envoyé un tableau Excel intitulé « Coût de changement de lieu ». Il répertoriait la compte de l'hôtel, les nouvelles invitations, l'annulation de la navette, les changements de décoration et des frais d'urgence du photographe. Le total était de 11 840. La moitié des articles n'avaient même pas de sens. Il prévoyait toujours d'utiliser une navette et les décorations auraient pu être retournées des semaines plus tôt. Maman avait surligné 6 articles, 200, et écrit « C'est la portion que nous pensons que tu devrais couvrir ». Je l'ai appelée parce que je voulais honnêtement entendre comment elle justifiait cela. Elle a dit que si j'avais été clair dès le début, Étienne et Claire auraient réservé ailleurs il y a des mois. J'ai été clair dès la première conversation à laquelle j'ai participé. Tu savais qu'ils aimaient le chalet, a-t-elle répondu. Tu aurais dû leur dire plus tôt que tu n'aiderais jamais. Apparemment, j'étais censé rejeter un plan avant même qu'on ne me dise qu'il existait. Elle a dit que la famille était prête à aller de l'avant si je payais une partie de la différence et m'excusait d'avoir partagé les captures d'écran du groupe. J'ai demandé si Étienne s'excuserait d'avoir envoyé les invitations, d'avoir utilisé mon nom, d'avoir menti à propos de la grange du ruisseau et d'avoir dit aux proches que j'étais jalouse. Maman a dit que ce n'était pas le moment de compter les points. C'était intéressant de voir comment compter les points ne devenait inapproprié que lorsqu'Étienne devait quelque chose. Je lui ai dit que je ne paierais pas 1 euro. Elle a dit que cette décision endommagerait de façon permanente notre relation. J'ai dit que la relation était déjà endommagée. Je refusais simplement d'acheter l'apparence qu'elle ne l'était pas. Après cela, les appels ont pratiquement cessé. Maman m'a retiré d'un chat familial plus petit. Étienne m'a bloqué sur les réseaux sociaux, bien qu'il ait continué à poster des messages qui m'atteignaient par l'intermédiaire de proches. Claire a posté des messages sur l'apprentissage de qui vous soutient vraiment pendant les périodes difficiles. J'ai mis en sourdine toute personne qui transmettait les publications. Le mariage a eu lieu 9 semaines après le dîner chez maman. Ce matin-là, je me suis réveillé au chalet, m'attendant à me sentir mal. J'avais été proche d'Étienne quand nous étions plus jeunes, ou du moins je le pensais. Nous construisions des cabanes derrière notre maison d'enfance. Il m'a appris à lancer une balle de baseball quand j'avais 12 ans et que j'étais effrayé avant une représentation scolaire. Il s'est assis au premier rang et a fait des grimaces ridicules jusqu'à ce que je cesse de trembler. La personne qui mentait sur moi était toujours liée à ses souvenirs. Le perdre ne me semblait pas clair, même si je savais que j'avais raison. Manon avait décidé de ne pas y assister après qu'Étienne l'ait accusé de le trahir en confirmant les captures d'écran. Elle est venue au chalet à la place et a apporté le petit déjeuner. Nous avons mangé sur le porche pendant que mon téléphone restait éteint à l'intérieur. Vers midi, Rémi est passé sur son tracteur et a fait un signe de la main. Rien ne s'est passé. Aucun fournisseur n'est arrivé. Aucun invité n'est apparu. La chaîne est restée à travers l'allée et la caméra n'a enregistré qu'un cerf et un livreur qui a laissé un colis près du panneau. Tard dans la nuit, j'ai rallumé mon téléphone.
Il y avait 26 messages. La plupart étaient des photos du mariage envoyées par des proches qui pensaient apparemment que je voudrais des mises à jour en direct. Étienne et Claire avaient l'air heureux. La salle de bal était jolie. La cérémonie a eu lieu. Les gens ont dansé. Le monde ne s'était pas effondré parce qu'ils avaient été forcés d'utiliser un endroit conçu pour les mariages. Maman avait envoyé 3 messages. Le premier disait qu'il était encore temps de venir. Le second disait, les gens demandaient où tu étais. Le troisième disait, j'espère que protéger ce chalet valait la peine de perdre ton frère. Je n'ai pas répondu. Au cours du mois suivant, j'ai de moins en moins entendu parler de la famille. Tante Thérèse a appelé une fois et s'est de nouveau excusée d'avoir cru la version de maman sans me demander. Oncle Paul ne s'est jamais excusé, mais il a cessé d'envoyer des sermons. Quelques cousins m'ont invité à des choses séparément. D'autres m'ont traité comme si j'avais disparu. J'ai passé Thanksgiving avec Manon et ses parents parce que maman m'a dit que je ne pouvais venir chez elle que si j'acceptais de ne pas mentionner le conflit du mariage. Je lui ai dit que le silence n'était pas la réconciliation et j'ai refusé. 3 mois après le mariage, Étienne m'a envoyé un email. L'objet était « Aller de l'avant ». Il a écrit que la vie conjugale lui avait donné de la perspective. Il a dit qu'il était désolé que la situation du lieu soit devenue si laide et a admis qu'il aurait dû mieux communiquer. Puis vint le reste. Il a dit que je l'avais embarrassé devant la famille, causé des dommages financiers évitables et refusé tout compromis raisonnable. Il a dit que nous avions tous les deux fait des erreurs et qu'il était prêt à pardonner ma part si j'étais prête à pardonner la sienne. Il a terminé en disant qu'il espérait que je ne laisserais pas une dispute de propriété effacer 32 ans de fraternité. J'ai lu l'email 2 fois. La première fois, une partie de moi voulait l'accepter parce que le frère qui faisait des grimaces lors de ma représentation scolaire me manquait. La deuxième fois, j'ai remarqué ce qui manquait. Il n'a pas dit qu'il était désolé d'avoir menti. Il n'a pas dit qu'il était désolé d'avoir utilisé mon nom. Il n'a pas reconnu qu'il avait prévu de me faire pression avant même de demander. Il a appelé cela un problème de communication et une dispute de propriété parce que ces mots lui permettaient d'éviter de dire ce qu'il avait réellement fait. J'ai répondu avec 4 phrases, je n'ai pas annulé de lieu parce que tu n'as jamais eu la permission d'utiliser ma maison. La grange du ruisseau n'a jamais été réservée parce que tu n'as pas payé la compte. Je n'accepterai pas la responsabilité des conséquences des promesses que tu as faites avec des choses qui n'étaient pas les tiennes. Si tu veux un jour t'excuser sans me demander de partager le blâme, tu sais comment me contacter. Il n'a jamais répondu. Maman a répondu. Elle a dit que mon email était froid et qu'Étienne avait tendu une branche d'olivier. Je lui ai dit qu'une excuse qui me demandait de me confesser d'abord n'était pas une branche d'olivier. C'était une autre facture. Elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas la personne que j'étais devenue. Pour une fois, je l'ai pris comme un compliment. Je lui ai demandé de me rendre la clé de rechange qu'elle avait gardée pendant la rénovation. Elle a affirmé l'avoir perdue. Je lui ai rappelé que les serrures avaient déjà été changées, donc cela n'avait pas d'importance. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois après cela. Le chalet était différent sans que ma famille ne parle constamment de ce qu'elle voulait en faire. Plus calme, mais aussi entièrement mien à nouveau. J'ai arrêté de regarder l'allée chaque fois qu'une voiture ralentissait. J'ai rapproché la table à manger des fenêtres et j'ai finalement accroché les photographies encadrées que j'avais gardées emballées parce que maman pensait que les murs devaient rester neutres pour les réunions de famille. J'ai planté des herbes aromatiques à côté du porche. Rémi m'a aidé à réparer les poteaux de clôture le long de la limite de propriété, et je l'ai aidé à repeindre son abri. Au début de l'automne, près d'1 an après l'envoi des invitations, j'ai organisé le dîner que j'avais initialement offert. Il y avait 6 personnes. Manon est venue. Rémi et sa femme sont venus. Delphine de la Grange du Ruisseau est venue avec son partenaire. Mon amie Louise, qui avait passé un week-end entier glacial à m'aider à installer les armoires de cuisine, a pris la dernière chaise. Nous avons mangé du poulet rôti et des pommes de terre à la table que j'avais moi-même refinie. Nous avons utilisé une seule salle de bain sans détruire le système septique. Personne ne s'est garé dans le champ de Rémi. Personne n'est entré dans ma chambre. Personne n'a amené 30 invités surpris ou ne m'a demandé de partir pour que la maison soit mieux photographiée. À un moment donné, Manon a regardé autour d'elle et a dit, c'est ce qu'Étienne aurait pu avoir s'il t'avait simplement écouté. J'y ai réfléchi et j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, c'est ce que je lui ai offert. Ce qu'il voulait,
C'était la preuve que mon nom n'avait pas d'importance. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille m'appelait raisonnable quand elle voulait dire facile à annuler. Ils m'appelaient mature quand ils avaient besoin que j'accepte quelque chose qu'Étienne n'accepterait jamais. Ils appelaient mes limites égoïstes parce que les limites ne leur devenaient visibles que lorsque j'ai finalement cessé de les déplacer. J'avais l'habitude de penser que refuser ma famille me ferait perdre ma place en son sein. Ce que j'ai finalement compris, c'est que la place qu'ils m'avaient réservée était soumise à une condition. Je pouvais appartenir tant que j'étais toujours la personne qui cédait. Cette personne ne vit plus au refuge des Pins Noirs. En fait, le refuge des Pins Noirs n'existe pas non plus. C'était un nom qu'Étienne avait inventé pour une salle de mariage qu'il n'a jamais possédée.